enregistrement. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui, mot de bienvenue du ministre Dubé, mot de notre président Pierre Hamel, la conférence de M. Jérôme Di Giovanni de l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité en santé et services sociaux, suivi à la fin d'une période de questions. Donc, voilà, sans plus tarder, je vais démarrer la vidéo et vous me faites un petit pouce en l'air si vous entendez bien le son. Bonjour, j'ai le plaisir de participer au lancement de la Semaine nationale des droits des usagers du Réseau de la santé et des services sociaux qui se déroule du 13 au 19 novembre. La tenue de cette semaine est une initiative soutenue par le Regroupement provincial des comités des usagers, le RPCU, en collaboration avec les comités des usagers et les comités de résidents. Chaque année, la Semaine nationale des droits des usagers vise à renseigner les usagers sur leurs droits, mais aussi à mettre en valeur tout le travail qui est réalisé par les comités d'usagers et les comités de résidents dans l'ensemble des établissements de santé et de services sociaux. Le thème retenu pour l'édition 2022 est « Les droits des usagers, les connaissez-vous ?» C'est donc une belle occasion pour en apprendre davantage. Le RPCU, les comités des usagers et les comités de résidents de partout au Québec souligneront d'ailleurs cette semaine importante en organisant différentes activités dans leur milieu. Je vous invite à visiter le site web du RPCU pour en savoir plus. Le RPCU est un organisme partenaire du ministère de la Santé et des Services sociaux et un allié précieux pour l'amélioration de la qualité des services de santé et des services sociaux offerts aux usagers du réseau. Je tiens d'ailleurs à profiter de l'occasion pour remercier le regroupement ainsi que les comités des usagers et les comités de résidents pour leur implication et leurs engagements essentiels. Je vous souhaite une excellente semaine nationale des droits des usagers. Merci. Donc, on remercie M. Christian Dubé, ministre de la Santé. Sans plus tarder, je passe la parole à notre président, le président du RPCU, M. Pierre Hamel. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation et j'en profite pour vous remercier du temps que vous consacrez à la défense des droits des usagers et pour votre implication à l'amélioration des services de santé et services sociaux, pour votre constante présence sur le terrain, car vous êtes nos yeux et nos oreilles. Encore merci et je vous souhaite un bon webinaire et merci à Jérôme pour la participation d'aujourd'hui à ce web-là. Merci tout le monde, bon webinaire. Merci beaucoup, M. Hamel. Je passerai donc la parole à Jérôme Di Giovanni, directeur général d'Access et président de l'APS. Un instant, je vais partager l'écran avant de commencer. Est-ce que vous voyez bien les diapositives, mesdames, messieurs? Parfait. Monsieur Di Giovanni, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Puis je tiens à m'excuser d'avoir fait faux bond à votre congrès, là, dû à des préoccupations familiales. Donc, je vais faire un rapide survol du dossier et des diapos parce que je veux plus accentuer et laisser du temps à une période de questions et d'échanges. Et je vous invite, comme comité d'usagers, d'aller visiter notre site access.net. Tout ce que vous trouvez sur notre site, c'est gratuit. Donc, s'il y a des documents que vous voulez utiliser dans vos activités, des documents ou des capsules vidéo. On a beaucoup de capsules vidéo. Soyez libre de les utiliser.
Monsieur le Président, est-ce que je peux faire une petite remarque concernant la vidéo du ministre de la Santé? Je crois que le ministre aurait dû aussi avoir comme objectif de faire connaître les droits des usagers par ses fonctionnaires et de le faire appliquer. Donc, Éric, je peux avoir la vidéo 3, la diapo 3? Nous avons la diapo 3. OK. Diapo 3, ça présente Access. Qui est Access? Access, c'est deux choses. C'est une alliance, une confédération, une coalition de 137 organismes de communautés ethnoculturelles qui travaillent dans la santé et les services sociaux, qui ont une préoccupation par rapport à ça. Et Access a été fondé, ça va être important, bien comprendre, par des familles immigrantes qui, à un moment donné, voulaient comprendre comment le réseau de la santé et des services sociaux fonctionnait, comment est-ce qu'ils pouvaient accéder aux services. Ils se sont donné un petit comité de cuisine, là, puis graduellement, ça s'est développé, ça a été fondé en 1987. C'est devenu une fédération de 137 organismes actuellement. Aussi, c'est un lieu d'expertise conseil. On développe de l'expertise par rapport à l'action service santé, services sociaux et l'interculturel, l'immigration, les communautés culturelles, comment accéder aux services. Puis vous allez voir dans une des diapos comment est-ce qu'on intervient. On produit beaucoup de documents, beaucoup d'outils, on fait beaucoup de recherches. On a des partenariats avec les universités, on reçoit des stagiaires et à travers ça, on développe de l'expertise, on transfère cette expertise-là. On ne donne pas de service direct. On n'est pas une organisation à service direct. On est vraiment une boîte d'expertise, de consultation, de développement des connaissances, de transfert des connaissances-là. On les transfère à travers nos organisations membres. On les transfère en termes de partenariat avec le réseau de la santé et des services sociaux, avec aussi avec des organisations, Access aussi préside l'Alliance des patients pour la santé. À travers ça aussi, on transfère nos connaissances, on s'assure que les structures en place, comme vous autres, les comités d'usagers, lorsque vous avez des membres des communautés culturelles, c'est de votre responsabilité. Nous, on est là pour vous supporter, pour vous outiller, pour que vous puissiez ensuite accomplir votre mission par rapport aux membres des communautés culturelles. Donc, c'est ça qui est notre philosophie de gestion. On ne donne pas de service, on est vraiment une boîte d'expertise. Diapositive 4. Voilà. La loi de la santé et services sociaux. Access dans toutes ses interventions travaille à partir de la loi de la santé et des services sociaux. C'est sa force de bien comprendre la loi, de bien la décortiquer et de l'utiliser dans ses interactions avec le gouvernement, avec le M3S, avec les établissements. Puis je peux vous dire que ça les rend complètement, en bon québécois, maboules. Lorsqu'on arrive, on commence à citer la législation, la loi, puis on dit, ben, la loi dit ça, le terrain dit le contraire. Et il y a deux articles en termes de partenariat. C'est l'article 2.1 et 2.3 qui spécifie la participation des organismes communautaires aux orientations, aux partenariats, à l'organisation, à la gestion du réseau de la santé et des services sociaux. Ça, je peux vous le dire, là, ils n'aiment pas ça lorsqu'on sort ces deux articles. Ben, dire, oui, mais la loi dit qu'on peut participer aux politiques, aux orientations. Comment ça se fait que vous ne nous consultez pas? Ou comment ça se fait que vous nous consultez complètement à la fin? Il y a 3 articles majeurs qu'on utilise là, qui touchent les communautés culturelles, même s'il y a beaucoup d'articles qu'on utilise aussi, dont le consentement éclairé, la participation au plan d'intervention, les articles 9 et 10, l'article 3 qui est les droits des usagers et tout ça. Là. Mais les 3 articles clés qu'on utilise à fin de compte, ce sont les articles 2.5 qui spécifie que les établissements doivent tenir compte des communautés culturelles sur leur territoire lorsqu'ils organisent leurs services. L'article 2.7 qui spécifie que les établissements doivent communiquer selon les ressources disponibles dans la langue des communautés culturelles. Et l'article 349
qui demande aux établissements d'élaborer des plans d'accessibilité aux communautés culturelles. C'est des plans volontaires, ce n'est pas des plans obligatoires. Il y a un seul, dans la L4S, là où il y a des plans obligatoires, c'est pour les communautés anglophones. Pour les communautés culturelles, c'est des plans, à fin de compte, volontaires, puis il faut que ça soit accepté par le conseil d'administration. Là-dedans, j'ai mis à la fin les barrières du M3S, parce qu'à fin de compte, là, quand on parle des barrières du M3S, qu'est-ce que nous, on réalise, c'est que le M3S, les fonctionnaires ne connaissent pas la L4S. Absolument pas. Et lorsque nous, on relance, que ce soit les sous-ministres adjoints ou que ce soit les directeurs ou que ce soit le ministre, on dit, écoutez, l'article 349 dit qu'on doit développer des plans d'accessibilité. Nous, on vous offre notre collaboration pour développer ça. Puis la réponse est toujours, on s'en occupe, merci, bonjour. Mais dans les faits, il y a un seul CIUS sur l'île de Montréal qui est en train d'élaborer un plan d'accessibilité. Tous les autres, ils ont sorte de petites politiques qui sont adoptées à gauche et à droite, qui ne sont pas du tout appliquées. Donc, à fin de compte, le M3S, les fonctionnaires ne connaissaient pas leur loi et ne l'appliquant pas, ça crée une barrière lorsque nous, on intervient par rapport aux communautés culturelles. La diapositive 5. Oui. Les composantes. Oui. Très bien. Les composantes, là, on va... c'est quoi ces composantes-là de l'interculturel? Okay? Grosso modo, on en a identifié 4. C'est la langue et la culture. Puis ça, c'est extrêmement important parce que c'est toute la question du consentement éclairé, de la participation au plan d'accessibilité, c'est de l'adhésion au traitement, c'est de bien comprendre les structures, les fonctionnements du réseau de la santé, et les services et l'accessibilité des services. Puis la culture aussi, là, c'est aussi lorsque nous, on intervient, lorsqu'on développe des outils, on utilise la langue. On traduit des choses en plusieurs langues, notamment. On peut traduire des documents en 30 langues, 15 langues, 20 langues, dépendant, en fin de compte, du besoin. Puis on tient compte des cultures. Parce qu'il y a des expressions qui existent dans la culture québécoise qui n'existent nulle part ailleurs. Notamment, c'est quoi un intervenant pivot? Parler d'un intervenant pivot, là, c'est pas tout le monde qui est capable de comprendre ça. Là, puis il y a des langues qui sont dans le cadre de la société occidentale, que ce soit l'italien, l'espagnol, le portugais. Ça, c'est une chose. Mais lorsque vous utilisez des langues qui viennent de l'Afghanistan ou de l'Asie du Sud-Est, en fin de compte, c'est complètement différent. Les deux langues chinoises. Donc, là, on travaille avec nos organismes membres par rapport à toute la question des langues et des cultures. Et la culture aussi est extrêmement importante parce que ça vient influencer l'interaction entre le réseau, entre l'État, puis entre aussi au niveau des professionnels de la santé. Et aussi le statut migratoire. Dans la société, là, souvent, on parle des immigrants. C'est comme une notion générique. Tout le monde est immigrant, mais c'est faux. L'immigration se structure en statut migratoire, comme les personnes qui sont des résidents, des personnes qui sont un statut de réfugiés politiques, des gens qui sont parrainés. Chaque statut l'immigration donne droit ou ne donne pas droit à des services santé, services sociaux. Lorsqu'on est un immigrant reçu là, par le Canada et par le Québec, les 3 premiers mois de l'arrivée de la personne au Québec n'a pas le droit à la RAMQ. Même s'il travaille, même si on appelle ça le délai de carence. Access à déposer une plainte à la Commission des droits de la personne du Québec disant que le délai de carence... Oui, vous avez raison. Le délai de carence est discriminatoire avec les personnes immigrantes parce que détermine que tous les immigrants qui arrivent au Québec, c'est des fraudeurs du système de santé. Étant des fraudeurs, donc, pendant les 3 premiers mois, on les empêche d'accéder à la carte d'assurance maladie, même s'ils travaillent. La Commission des droits a déclaré le délai de carence discriminatoire, et le M3S n'a jamais donné suite à cette décision de
de la Commission des droits de la personne du Québec. Quelqu'un qui est parrainé. Le parrain est responsable des services santé et services sociaux pendant plusieurs années de la personne parrainée. Vous voyez là, la dépendance qui se crée. Il y a aussi les réfugiés politiques, les gens qui sont en statut de réfugiés. C'est le gouvernement fédéral qui paye les services de santé et services sociaux par le programme fédéral de soins intérimaires. Puis, ils peuvent recevoir des services par le Québec, mais le Québec doit facturer le gouvernement fédéral. Cette facturation est extrêmement compliquée. Souvent, les établissements refusent de reconnaître le programme fédéral de soins intérimaires parce qu'ils disent que c'est très compliqué de se faire rembourser par le fédéral. Donc, le statut migratoire est extrêmement important lorsqu'on travaille les dossiers des droits des usagers, l'accès aux services santé et services sociaux. L'autre, c'est maladie et soins. La notion de maladie, là, il y a aussi un facteur culturel. Comment exprimer sa maladie, comment exprimer, en fin de compte, par rapport au médecin. Donc, il y a une connotation culturelle par rapport à ça. Exprimer par rapport à certaines communautés, ils ont beaucoup de difficultés à exprimer, en fin de compte, leur maladie. L'autre élément, ça c'est extrêmement important, c'est la notion de risque. Lorsque vous venez d'un camp de réfugiés, là, vous venez d'un pays de guerre, là, votre notion de risque est complètement différente de Mme Tremblay qui demeure sur la Côte-Nord ou de Mme Lacombe qui demeure à Laval ou de Mme Legault qui demeure à Repentigny. Là, et elle est complètement différente parce que les personnes qui sont des camps de réfugiés des pays de guerre, le niveau de risque est extrêmement élevé. Et ça vient influencer toute la question de la promotion de la santé, toute la question de la santé publique. Lorsqu'on intervient, nous, en matière de santé publique, on intervient beaucoup au niveau de la COVID-19. On tient compte des notions de risque, on tient compte des communautés qui viennent de pays de guerre, qui viennent de camps de réfugiés, pour, en fin de compte, d'articuler les campagnes de promotion de la santé, les campagnes de vaccination. Diapo 6. Oui. Nos programmes. Access possède. Access, c'est une petite équipe. Comme je disais, on développe de l'expertise. On travaille avec des bénévoles, on travaille avec des stagiaires. On reçoit en moyenne 4 à 6 stagiaires par année des diverses universités, soit McGill, Concordia, l'Université de Montréal, l'Université du Québec. On a 4 programmes. On a un programme en santé qui touche toute la question des ateliers de sensibilisation, notamment des programmes de cancer du sein, de dépistage du cancer, tous les ateliers par rapport à la vaccination, c'est une habitude de vie. On a 2 personnes qui travaillent sur ces dossiers-là, toute la question du tabagisme. Donc, nos programmes en santé, là, ils sont là pour développer de l'expertise et la transférer via des ateliers, via la production d'outils. Si vous allez sur notre site, vous allez voir des capsules vidéo sur la santé mentale et le parcours migratoire. Vous allez voir des capsules vidéo sur le cancer ou des capsules vidéo sur les saines habitudes de vie. On a aussi créé l'Observatoire Famille et Migration tout récemment, ça fait à peine 2 ans. C'est pour travailler aussi toute la question de l'inclusion des communautés culturelles à l'intérieur de la société québécoise. On s'est dit que travailler le dossier santé et services sociaux, ce n'était pas suffisant. Il fallait vraiment travailler toute la question de l'inclusion des familles immigrantes dans la société québécoise, puis aussi travailler aussi des questions par rapport à la société d'accueil qui se voit transformer. Il y a des résistances au changement du fait qu'il va arriver des immigrants. Cette interaction entre immigrants et société d'accueil, ça crée des changements sociaux et ça nous amène aussi à redéfinir les programmes et les services différemment, les programmes et services publics, pas uniquement au niveau de la santé, pas uniquement au niveau des services sociaux, mais aussi au niveau des services publics, que ce soit au niveau des services municipaux ou ailleurs. Donc, l'Observatoire, vraiment, là, c'est le lieu de réflexion, le lieu de partenariat avec les universités pour faire des recherches et le lieu aussi d'organiser des événements par rapport à ça. On vient juste de compléter une étude sur les services à la petite enfance. Comment
comment supporter les organisations, les services à la petite enfance pour accueillir des enfants des familles immigrantes. On est en train de travailler le dossier avec le ministère de la Famille. On a aussi, on travaille toute la question de la santé publique, toute la question de la vaccination. Depuis le 13 mars 2020, on a intervenu à plusieurs reprises dans la question de la COVID, donné des exemples. On a traduit des documents en 30 langues, on a supporté des maisons de protection des femmes en matière de violence conjugale. Ces maisons-là sont venues nous voir pour qu'on traduise des documents en plusieurs langues pour les distribuer au niveau des associations de femmes. On a organisé même un symposium sur la vaccination communauté culturelle et pandémie, où on a eu des anciens ministres de la Santé qui sont venus aussi à ce symposium-là. Donc, pour nous, la santé publique, fin de compte, on s'inspire à fin de compte de la Charte d'Ottawa de 1986, c'est-à-dire où la société civile doit intervenir. Puis nous, au niveau de la santé publique, actuellement, on gère à travers le Canada un programme de sensibilisation sur la vaccination contre l'influenza. Dans les 9 provinces, là, en 20 langues, parce que le Québec a son propre programme, puis on gère un programme au Québec spécifiquement. Donc, la santé publique, pour nous autres, c'est vraiment un de nos programmes là, principaux là, pour développer, à fin de compte, la promotion. Quand on parlait du risque, si vous venez d'un camp de réfugiés, vous dites que vous soyez vacciné pour telle maladie. Ce n'est pas aussi évident que ça. Là. Et l'autre programme qu'on a, on est un programme de proche aidance en contexte de diversité. Vous savez que le gouvernement du Québec a adopté une politique, a adopté un plan, adopté des mesures, mais par rapport aux communautés culturelles, il y avait très, très peu de choses. Donc, on a un comité expérimental sur le niveau des proches aidants en contexte de diversité qui fait de l'intervention directe avec les familles, puis travaille avec les diverses organisations qui touchent la proche aidance. On a développé un partenariat avec Sherpa, qui est un consortium universitaire qui a le mandat gouvernemental de faire des recherches sur la proche aidance. Et on vient juste de faire un symposium sur la proche aidance en contexte de diversité, où on va développer un plan de proche aidance en contexte de diversité qu'on va soumettre à la ministre Sonia Lebel pour que ça soit intégré à l'intérieur du plan du gouvernement du Québec au niveau de la proche aidance. Puis ça va être extrêmement important parce que la proche aidance, ça touche aussi donc on parlait des statuts d'immigration, c'est extrêmement culturel. Une des questions qu'on a posées dans le symposium, c'était est-ce que la proche aidance, telle que définie par le Québec, est universelle ou bien a des caractéristiques sociétales et culturelles? Puis, ça a tout ressorti au niveau des caractéristiques culturelles. Donc, la proche aidance pour une communauté asiatique ne veut pas nécessairement dire la même chose pour une communauté latino-américaine. Et c'est ces dossiers qu'on travaille actuellement. La dernière diapo, la diapo 7, comment nous intervenons. Et vous voyez, à fin de compte, la façon qu'on intervient. On produit des capsules vidéo en plusieurs langues. On reçoit des stagiaires. On est impliqué dans des recherches universitaires avec diverses universités sur plusieurs sujets. On organise des symposiums. Comme je disais, on a eu le symposium Proche aidance le 8 novembre. On a organisé un symposium sur les jeunes en contexte de diversité fin juin, où on a traité la crise identitaire des jeunes, la réussite scolaire, toute la problématique aussi des problèmes sociaux puis des problèmes psychologiques au niveau des jeunes. On développe aussi des partenariats avec le milieu médical. On organise des webinaires. Le dernier webinaire qu'on a organisé, c'était sur l'hépatite C, où on a réuni des professionnels de la santé, des organisations qui travaillent sur l'hépatite C, puis c'est le Dr. Weiss qui a fait la présentation. On a organisé un webinaire sur la COVID-19 avec Dr. Caroline Quash, qui est une des bénévoles Access. On produit des outils multilingues, des capsules vidéo. Si vous allez sur notre site, on a des capsules vidéo sur la santé mentale et les communautés culturelles. Aussi des outils, des analyses. On vient juste de compléter une étude sur la lettre
qui est envoyé pour le programme québécois du dépistage du cancer du sein. Comment la lettre est reçue, la pénétration de la lettre, et tout ça. On reçoit des stagiaires ici. Pour nous autres, c'est extrêmement important. 4 à 6 stagiaires par année. On vient juste d'avoir une entente avec la Société canadienne du cancer. On veut travailler le dossier du tabagisme et du vapotage au niveau des jeunes, au niveau des communautés culturelles. Comme je disais aussi, on organise des webinaires. Puis on participe à des structures telles que l'Alliance des patients pour la santé où on préside. L'Alliance a un partenariat avec le regroupement québécois des comités d'usagers. Donc, on est là aussi par rapport à ça. Grosso modo, c'est en capsule, c'est l'action d'accès, l'intervention, la défense de droits pour nous. La défense de droits est au centre de toute la problématique des droits des communautés culturelles, que ce soit au niveau de la Charte québécoise, que ce soit au niveau de la loi de la santé des services sociaux. Puis le débat actuellement qu'on a, puis je vais terminer avec ça, avec le ministère de la Santé, avec le ministre, puis aussi avec le ministre responsable de la langue française. C'est la loi 96, la loi sur la langue, qui dit qu'après 6 mois, le gouvernement ou les établissements doivent communiquer en français avec les immigrants. Mais vous comprenez bien que communiquer en français 6 mois pour apprendre une langue, c'est pas évident. Puis communiquer en français au niveau de la santé, c'est pas évident non plus. Lorsque vous voulez parler des douleurs, lorsque vous voulez aller chercher des consentements éclairés, lorsque vous devez participer à votre plan d'intervention, l'adhésion au traitement, c'est pas aussi évident. Puis la demande d'accès, c'est d'exclure la L4S de la loi 96 parce que ça a des incidences au niveau de la santé des gens, au niveau des soins, puis au niveau du traitement. Ça, c'est un débat qu'on a actuellement avec le ministre Dubé, puis le ministre responsable de la langue française. Je vais conclure avec ça, puis je vais attendre vos questions. Comme je dis, je vous invite grandement d'aller sur notre site Internet et d'aller chercher tous les outils que vous avez besoin. Puis si vous avez besoin d'outils, vous pouvez communiquer avec Access, puis là, on va s'asseoir avec vous, puis voir comment on peut développer ces outils-là multilingues. Merci de l'écoute, puis merci au RPCU de m'avoir invité pour faire cette présentation. Merci, Gérard. Eric, tu es un bon précédent, Eric. ça me fait plaisir. J'adore le sujet également. J'ai mis dans le chat, j'ai mis le site Internet d'Accès si vous voulez y accéder. Et on a déjà une question de Mme Bouffi. N'oubliez pas d'activer le son. Oui, bonjour, c'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Puis, je ne connaissais pas du tout là, votre ressource. Moi, en fait, je suis du comité des usagers de Chicoutimi. C'est sûr que dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les personnes qui sont issues de diversité culturelle sont minoritaires, mais ça arrive des fois que des professionnels de la santé contactent le comité des usagers parce qu'ils sont à la recherche de quelqu'un pour traduire là, un interprète. Mais tu sais, comme ça n'arrive pas souvent, on dirait qu'on n'est pas bien organisé pour faire face à ces besoins-là. Puis là, je me demandais, est-ce que dans votre organisme, c'est le genre de service que vous pouvez offrir, tu sais, si jamais on ne trouve pas par nos propres moyens un interprète? Oui, on peut vous référer, on fait beaucoup de références. Il y a des services d'interprétariat qui existent, comme à Montréal, à Québec, à Sherbrooke. Il y a nos organismes membres aussi qui font de l'interprétariat. Et ce qu'il faut vraiment faire bien attention lorsqu'on vous demande d'interprète, c'est de ne pas accepter qu'un membre de la famille va faire l'interprétariat ou un enfant va interpréter pour sa mère ou son père. Souvent, c'est ça qui arrive, on va au plus court, au plus rapide, puis on va chercher un enfant. Vous pouvez comprendre quand une maman doit parler de ses soins gynécologiques, puis son enfant de 13-14 ans doit faire l'interprétariat, là. C'est pas très évident, c'est pas... Donc, nous, ce qu'on fait lorsqu'on reçoit une demande comme ça, on regarde qui dans la région, quelles sont nos organisations, puis on vous réfère à ces organismes-là. On peut vous référer aussi au service d'interprétariat tant de Montréal que de Québec. Puis souvent, ils font de l'interprétariat par rapport... Mais les services Québec-Montréal, c'est ça, là, c'est des banques d'interprètes qui existent, et dont les services communautaires.
Je peux comprendre que chez vous, là, il n'y a pas beaucoup d'immigrants, là, puis la demande est rarissime. Mais n'hésitez pas à faire appel, puis on va vous référer aux bonnes personnes. Merci. Merci, Mme Goupil. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a Mme Deslauriers. Oui, bonjour Éric, bonjour M. Di Giovanni. Est-ce que pour me permettre de mieux comprendre, est-ce que vous voudriez me donner quelques exemples? Par exemple, la différence entre la façon pour certaines communautés de décrire leur état, vous avez mentionné ça en début de conférence, ou la distinction qu'ils peuvent faire au niveau de la définition d'un proche aidant pour eux? Regardez, les proches aidants. Voilà avec les proches aidants. Dans une culture où la proche aidante, c'est quelque chose de familial. C'est la famille qui s'occupe de la personne âgée. Ils ne se voient pas comme proche aidant. C'est une obligation familiale. Il n'y a pas d'interrogation, pas de question. Même s'il y a de la violence, de maltraitance au niveau du proche aidant, c'est pas vu comme une violence, comme une maltraitance. C'est vu quelque chose de normal, d'ordinaire. Donc, et c'est ça, c'est ces éléments-là qu'on traite. Si vous êtes une personne à statut de parrainage, puis vous êtes proche aidant en même temps que dans la famille, il y a des personnes âgées où vous en occupez. Il est clair que vous avez peur de vous plaindre parce que le parrainage peut être révoqué par le parrain. Soit très rapide, subito presto, vous êtes retourné dans votre pays d'origine. Donc, là, le statut d'immigration est également ça. Si vous êtes une proche aidante, puis vous venez d'un pays de guerre, où vous avez fait passer quelques années dans un camp de réfugiés, bon, la maltraitance, le niveau de tolérance de la maltraitance est complètement différent de Mme Tremblay, là, qui s'occupe de ses beaux-parents ou s'occupe de ses parents. Oui, donc, c'est ça qu'on travaille au niveau de la proche aidance. Question des définitions, comment est-ce qu'on peut travailler ça? Comment est-ce qu'on peut utiliser des organisations qui offrent des services de proche aidance? Comment est-ce qu'on peut les offrir? Comment est-ce qu'on peut regarder en termes de support au niveau de législation? Puis notre comité proche aidance, en fin de compte, organise des événements pour former les proches aidants, leurs droits, les services existants, comment aller chercher ces services-là par rapport à ça. Quand on parle de maladie, la maladie, à fin de compte, il y a une connotation culturelle. Puis aussi, il ne faut pas oublier une chose. Lorsque vous êtes immigrant, la première chose quand vous rentre dans vos deux oreilles par le gouvernement, que ce soit Québec, Ottawa, là, dès que vous mettez les deux pieds au Québec ou au Canada, il faut que vous trouviez un emploi. Puis vous allez travailler. Quand vous êtes un immigrant reçu, vous êtes un réfugié. Puis il est clair que si vous êtes tombé malade, en termes de prévention, vous n'allez pas vous en occuper parce que votre priorité, c'est le travail, c'est le niveau socio-économique de votre famille, c'est d'assurer à votre famille d'atteindre un certain niveau socio-économique. Et vous allez à l'hôpital, vous allez voir un médecin quand vraiment la maladie, vous n'êtes plus capable de la tolérer au niveau de la douleur, parce que la douleur aussi, c'est fonction du parcours migratoire. Là, vous allez voir un médecin, là, vous allez vous rendre à l'urgence et souvent, la maladie a tellement évolué que la situation est devenue très critique et très grave. C'est ces éléments-là qu'on travaille avec le milieu médical, puis avec le réseau de la santé et les services sociaux. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis, pour conclure un peu ma question, comme comité des usagers ou comité des résidents, quelle est la forme d'aide? Ce à quoi on devrait être le plus attentif quand on reçoit des demandes d'assistance des personnes issues de l'immigration? C'est le faire comprendre les services qui existent. C'est la question de l'interprétariat pour s'assurer que les gens peuvent s'exprimer et se sentir en confiance au niveau de leurs besoins et vraiment de sentir comme faisant partie, à fin de compte, du comité d'usagers, que le comité d'usagers, à fin de compte, ça fait partie, à fin de compte, de leur responsabilité de s'assurer de leur bien-être. Donc, vraiment la communication, s'assurer que s'ils ont besoin d'outils, s'ils ont besoin de quelque chose dans leur langue. Vous savez, je vais vous donner un exemple.
quand on parle de langue, puis on l'a vécu nous ici, là, on reçoit des stagiaires, puis une des stagiaires, on l'a embauchée comme coordonnatrice du programme à santé. Puis à un moment donné, on discutait des expressions. À un moment donné, elle dit, j'étais en classe, puis une de mes collègues a dit, j'ai mal au cœur. Pour elle, puis c'est un médecin dans son pays d'origine, mal au cœur, c'est avoir un problème cardiaque. Donc, elle s'est levée de ce qu'elle était assise, elle était voir son ami, t'as mal au cœur, couche-toi par terre, on va faire ça. C'est pour elle, mais mal au cœur, souvent, c'est avoir une indigestion, avoir un problème digestif. Donc, les expressions, chaque communauté a ses expressions qui veulent dire quelque chose. Donc, au niveau de la communication, ça va être extrêmement important. Mais merci beaucoup, c'est vraiment important ce que vous expliquez. Merci, Mme Deslauriers. J'ai Mme Goupy qui a une autre question. Oui, ben, je ne veux pas enlever la place à d'autres, mais c'est que des fois, j'ai l'impression que des personnes d'autres cultures ou que ça se voit physiquement, ben, qui ne sont pas traités de la même façon par les professionnels de la santé. Par exemple, là, ça arrive souvent qu'il y a des objets qui sont perdus à l'hôpital, il faut qu'ils fassent une démarche de réclamation d'objets perdus. Puis je le vois comment les personnes sont traitées. Souvent, ils passent par le comité. Puis là, quand une personne semblait être d'une autre culture par son nom, par son physique, bien là, elle était soupçonnée de manipuler l'information pour pouvoir avoir accès à un remboursement, alors que ça serait pas vrai, que son proche, il serait parti avec ses choses lui-même, puis qu'elle ferait toutes ces démarches-là pour essayer d'avoir de l'argent. Mais j'ai vraiment l'impression que les autres personnes que j'ai accompagnées ne se sont jamais fait douter de leurs paroles, mais eux, oui. Puis je me demande comment faire, parce que c'est pas facile à prouver que le traitement a été différent ou qu'il y a eu du racisme. Puis je ne sais pas si vous avez des pistes en ce sens-là. Ouais. Il y a des choses, il y a des façons de faire, il y a des analyses. Ça, si vous vivez une situation comme ça, on peut vous aider. Mais il y a quelque chose aussi qu'il faut également. Quand on parlait de culture, de parcours migratoire, si la personne vient d'un État totalitaire, l'hôpital ou la résidence au Québec, ils font un arrimage avec l'État. Donc, la critique ou se plaindre ne viendra absolument pas. Donc, quand on parlait de parcours migratoire, ça aussi. Mais si vous avez des situations comme ça, nous, on peut regarder avec vous là, comment intervenir, comment régler ça par rapport à ça. Là, puis effectivement, il y a du racisme, effectivement, il y a la discrimination systémique. T'sais. Mais ça, c'est des dossiers que nous, on travaille. On peut donner des formations par rapport à ça. Comment détecter, comment intervenir. On peut vous développer des outils. Et on peut travailler le dossier là, avec le comité d'usagers. Comme je disais, nous, on est là pour supporter, équiper et outiller les structures, les organisations qui doivent donner des services. On n'est pas là pour les remplacer. Merci, Mme Goupy. Mme Filiatro? Oh, Mme Filiatro, il y a un petit problème avec le son. Non, on n'entend pas. C'est pas nécessairement d'activer ou désactiver, c'est d'aller dans la petite flèche à côté du son puis de sélectionner le bon micro dans votre... Oui, parfait. J'étais sur les écouteurs sans les écouteurs. Alors, un code 18, comme on dit. Alors, ben merci beaucoup de la présentation, M. Di Giovanni. C'est super pertinent, super intéressant. Moi, je suis dans le comité des usagers à Québec. Au niveau des communautés culturelles, il n'y en a pas beaucoup dans notre résidence, par exemple. L'inverse, c'est plus ce que je remarque, c'est que c'est les préposés qui sont la majorité des employés viennent des communautés culturelles. Et je voulais savoir, dans le fond, pour des gens âgés qui sont plus racistes et réfractaires à recevoir des soins des communautés culturelles, ça serait plus là l'enjeu qui... Oui, ça aussi, c'est un enjeu au niveau des préposés, au niveau des soignants. Oui. Puis là aussi, là, on peut donner des formations, on peut travailler le dossier. Mais rendu là, ça devient aussi également une responsabilité de l'établissement. Parce que l'établissement,
Puis là, on sort de la L4S, on va au niveau de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Il y a une responsabilité d'assurer un environnement sain et sécuritaire à leurs employés. Puis ça touche aussi au niveau de la discrimination parce que ça affecte aussi la santé mentale de l'employé, ça affecte son efficacité, ça affecte aussi sa qualité de livrer ou de livrer les soins et le travail. Là, il faut s'asseoir avec les gestionnaires, puis avec aussi la direction, puis regarder ce problème-là, puis voir comment la direction, au niveau de sa politique de gestion des ressources humaines, sa politique aussi au niveau de la qualité de service, puis les exigences qu'on a au niveau aussi d'un usager, là, parce qu'à fin de compte, là, oui, on a le droit de choisir notre intervenant dans la L4S, c'est marqué, mais on n'a pas le droit de choisir l'intervenant fondé sur un acte ou un acte de discrimination. Moi, je ne veux pas être soigné par quelqu'un qui est homosexuel. Moi, je ne veux pas être soigné par quelqu'un qui est noir. Moi, je ne veux pas être soigné par quelqu'un qui a un accent lorsqu'il me parle. Ça, c'est des motifs discriminatoires, sont illégaux. Et l'employeur, s'il ne fait rien, est aussi coupable que la personne qui pose le geste. Bien, merci. Puis on peut donner une formation là-dessus. Oui, là. c'est sûr que c'est des sujets qui arrivent sur le terrain. On veut soigner les gens, mais bon, s'il y a juste des personnes noires et la personne est raciste, là, ça ne va pas bien. Mais ça arrive. Merci. Merci, Caroline. J'ai Chantal Goupy et Patricia Garnietti avec des questions. Est-ce que Mme Patricia pourrait y aller avant moi, vu que j'ai déjà parlé? D'accord. Alors, bon, est-ce que c'est à mon tour? C'est Patricia ici, là? Oui? OK. Alors, c'est concernant justement ce que la dame de Québec parlait que ça arrive que bon, les employés sont plutôt d'une autre culture, d'une autre race, etc. Et ce qu'on traite, c'est des gens qui ont des problèmes, souvent des problèmes cognitifs, etc. Ils sont un peu perdus, pour ainsi dire. Ils sont perdus. Donc, on peut pas, c'est pas une question de l'établissement, on peut pas changer la clientèle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Parce que c'est arrivé dans un cas où quelqu'un que je connaissais ne voulait pas être traité par quelqu'un qui venait d'Afrique. Je dis, ben là, c'est parce que c'est ça. Là. On ne peut pas changer les prépositions, on ne peut rien changer. Là. Alors, puis ces gens-là, ils ont des problèmes cognitifs. Fait que, on laisse ça aller ou quoi? Ben là, on travaille avec la famille de l'usager. Okay? Mais il y a un autre facteur là-dedans, c'est d'assurer la sécurité du préposé. Si l'usager devient violent, puis là, il faut en discuter avec le préposé aussi là, par rapport à ça. Là, il ne faut pas faire quelque chose de dire, bon, dès qu'un usager dit, mais moi, je ne veux pas être traité par un noir, OK, parfait. Mais si la situation fait que ça met en danger la sécurité du préposé, là, il faut qu'il y ait une intervention par rapport à ça, puis changer de préposé. Puis si on change de préposé, ce n'est pas discriminatoire. Mais il faut étudier le cas, il faut y aller cas par cas. Puis il faut avoir une politique. Il ne faut pas y aller au pif, il ne faut pas prendre une décision sur le coin de la table. Là. À ce moment-là, par rapport à ça, il faut que le comité d'usagers s'assoie avec la direction et dit maintenant, là, on va se donner une politique, on va se donner une façon d'agir, une façon de travailler. Vous pouvez travailler avec nous, même vous pouvez faire appel à la Commission des droits de la personne du Québec, qui ont des services par rapport à ça, qui peuvent vous aider à vous outiller, même à bâtir des formations. Puis, ce serait quelque chose de peut-être à réfléchir avec le RPCU, de dire, dans des situations comme ça, comment est-ce qu'on peut se donner une politique et d'aller cogner à la porte de la Commission des droits. Dire, voici des situations qu'on a vécues, on veut être outillé, on veut travailler avec vous. Puis, il y a une loi qui existe qui s'appelle la loi 143, qui est la loi des programmes d'accès à l'égalité dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est pour les femmes, les communautés culturelles, les personnes handicapées et les autochtones. Donc, les établissements sont obligés d'élaborer des politiques d'accès à l'égalité par rapport aux communautés culturelles et aux personnes racisées. Donc, moi, mon conseil, c'est s'il y a des cas
Il faut qu'on se dote d'une politique, une procédure, puis ils pouvaient le travailler, ils pouvaient aller chercher de l'aide à la Commission des droits de la personne du Québec pour ça. OK. Dans mon cas, l'établissement est bien là-dedans. C'est des cas particuliers que je me disais, des gens qui sont des problèmes cognitifs. Comme je vous dis, il faut travailler avec la famille. Ouais, puis il faut s'assurer que ça ne met pas en danger la sécurité de là ou du préposé. Là. Ça, c'est certain. Ça. Bien, merci beaucoup. Merci, Mme Garrier. Puis j'irai avec Marie-Ève Barbeau. Mme Barbeau. Bonjour, je voulais intervenir pour la question de Mme Gariepi. Moi, je travaille en région, donc on est à Chibougamau. Je suis à Chibougamau, dans le nord du Québec. Puis il est arrivé une situation comme ça, où est-ce que c'était une personne aînée avec un déficit cognitif. Et puis la majorité des intervenants étaient d'origine ethnoculturelle. Et à ce moment-là, en jasant avec les employés, ce qu'on se rend compte, c'est que les employés sont sensibilisés au fait qu'ils sont différents, puis ils sont en mesure en fait, de juger la capacité cognitive des usagers. Puis là, ils essayaient d'amoindrir. Donc, si, mettons, si l'employé avait des tresses colorées, ben là, cette journée-là, elle disait à sa collègue qui avait peut-être moins des apparats différents, ben là, tu peux-tu y aller aujourd'hui parce que là, moi, elle ne me reconnaît pas ou je suis vraiment différente. Puis là, c'est juste une question de triste. Donc, je pense que il y a comme plusieurs niveaux d'intervention. Donc, il y a les employés qui peuvent voir si avec le dialogue, si avec la coopération dans l'équipe, si on peut favoriser le dialogue ou juste la sécurité de l'usager. Puis, dans des cas où est-ce que ce n'est pas des enjeux cognitifs, il y avait beaucoup de pairage aussi c'était c'était dans le cadre de soins à domicile. C'était une collègue qui était chez un usager qui avait des comportements non respectueux envers elle. Puis là, elle a amené une de ses collègues. Puis là, l'autre collègue a dit, qui était québécoise, l'autre collègue a dit, puis ça va-tu bien avec ma collègue? Ben non, elle vient d'ailleurs, non. Mais tu sais, est-ce qu'il arrive quelque chose? Puis c'était juste le fait qu'elle venait d'ailleurs qui ne fonctionnait pas. Tu sais, ses gestes professionnels étaient corrects. Puis là, il y a eu des interventions faites auprès de ce couple-là. Puis finalement, la gestionnaire est intervenue après plusieurs interventions pour finalement protéger son employé, puis dire, ben là, si vous voulez, tu sais, moi, je n'ai pas d'autres personnes dans mon équipe. Fait que si vous voulez avoir accès aux soins, ben ça ne sera pas le service à domicile, ça va être à l'hôpital. Fait que vous devrez venir. Donc, le gestionnaire aussi a pris ses responsabilités pour protéger son employé. Donc, mais tout ça, je pense que c'est à géométrie variable. Il faut, nous, comme établissement, sensibiliser autant nos intervenants sur la capacité interculturelle, à développer de la confiance. Puis aussi, je pense, outiller nos gestionnaires sur comment on protège nos employés. Fait que c'est une question de balance aussi, je pense. Effectivement. Puis d'accord, ça, c'est important d'avoir une politique, d'avoir un plan d'action, puis des procédures qui sont discutées avec les employés, puis le comité d'usage. Puis la décision a été bonne, puis la décision, c'est ça. S'il n'y avait pas de problème cognitif, s'il n'y avait pas de danger, à ce moment-là, la décision, c'est écoutée. C'est votre choix. On n'a pas d'autres personnes, donc vous allez à l'hôpital. Parce que ça peut arriver avec une personne de couleur, mais ça peut arriver avec quelqu'un qui est d'orientation sexuelle, autre que l'usager, puis les gens qui sont d'orientation sexuelle, pas nécessairement où l'usager est d'accord ou pas, mais ça n'a rien à voir avec la qualité du service, la compétence du préposé ou de la préposée. C'est une décision qui est basée sur la discrimination. Merci beaucoup. Je pourrais passer à nouveau à Mme Goupy à ce moment-là. Oui, merci.
Ben, vous avez parlé que votre organisme préside l'Alliance des patients pour la santé, puis je ne sais pas si vous pouvez nous en parler un peu plus parce que j'avoue que je ne connais pas beaucoup ce regroupement-là, puis je me suis déjà demandé c'est quoi la différence peut-être avec le regroupement des comités des usagers qui existe déjà. L'Alliance des patients pour la santé a été créée en 2013. Puis l'Alliance, vraiment, c'est un regroupement d'associations de patients, là, bon, comme les patients qui sont impliqués dans le rhumatisme, le cancer, le diabète. Okay? Et sa mission globale, sa mission, c'est vraiment d'assurer l'accès aux services santé, services sociaux, d'assurer aussi l'accès à des médicaments en fonction des besoins et d'assurer aussi le droit à la santé, parce que vous savez qu'au Québec, on n'a pas un droit à la santé, on a un droit au service, qui est l'article 5 de la L4S. Lorsqu'on est malade, on a le droit de recevoir des services. Une fois qu'on a reçu des services, on n'a pas un droit à se maintenir en santé, tel que défini par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, mon travail, c'est des questions de droit à la santé. L'Alliance des patients, il y a un partenariat avec le regroupement provincial des comités d'usagers. On travaille toute la question de la réforme du B ensemble. On travaille aussi toute la question du délestage des services dû à la COVID-19. Puis on a beaucoup de dossiers. On planifie aussi des événements là, bientôt là, par rapport à la question aussi des urgences, aux délestations de services et tout ça. T'sais. Donc, l'Alliance, c'est vraiment une association, un regroupement d'associations de patients et qui touche à des problèmes. Donc, on travaille la question du cancer également. Là, donc, et c'est vraiment la défense des droits des associations de patients. Et on ne travaille pas des questions individuelles, de patients individuels, mais vraiment des regroupements des associations de patients. Vous êtes dans la loi, la L4S, vous avez une fonction légale. Nous, on est vraiment une association qu'on s'est incorporée, puis on a réuni plusieurs associations de patients. Puis on voit un arrimage entre l'Alliance des patients puis le regroupement provincial, des intérêts communs, puis on travaille des dossiers communs. On va rencontrer le ministre le 18 de ce mois-ci. On a une réunion avec le cabinet de Dubé, puis on le fait conjointement. Là. Merci pour cette question-là, Mme Gouppier. Oui, j'ai une autre question de Natalina. Madame Pache? Oui, merci. Non, ce n'est pas une question. C'est juste de dire bravo. Ah, d'accord, pardon, c'est voilà. moi qui me trompe. J'ai pas d'autres questions, ce qui mettrait donc, de toute façon, on arrive à la fin de l'heure. Je vous remercie vraiment beaucoup, M. Di Giovanni de Access pour cette conférence qui était vraiment intéressante. Oui. Puis là, je vais vous envoyer une fiche d'appréciation, s'il vous plaît. Là, donnez vos commentaires, ça va être bien important. Puis aussi suggérer d'autres activités. Là. Donc, ça va vous être envoyé automatiquement dans quelques minutes. Monsieur Di Giovanni, le dernier mot? Oui, on va annoncer, le CA, il y a 2 semaines, adopté l'organisation d'un symposium sur la santé globale des femmes, des communautés culturelles, qui va avoir lieu en novembre 2023, presque un an, jour pour jour. Ça prend un an d'organiser ce genre d'événement-là. Donc, on va, lorsqu'on va être prêt pour les inscriptions et tout ça, puis on va envoyer de l'information hors CPU qui pourra faire circuler à l'intérieur des divers comités d'usagers s'ils veulent participer à ce symposium-là. On commence à peine là, de travailler le dossier et tout ça. Donc, merci beaucoup et je vais vous souhaiter à tout le monde un excellent après-midi, une bonne semaine. Merci beaucoup. Merci d'avoir été merci de là. l'invitation. Merci. Bye bye. Ouais. Merci. Bye bye. Ça s'est bien passé, Jérôme? Pardon?
Ça s'est bien passé, Jérôme? Oui, très satisfait. Tu es satisfait? Parfait. Ah oui, absolument. Je te ferai parvenir les résultats d'appréciation si tu peux. Parfait, il n'y a pas de problème. OK. OK. Merci, Eric. Merci. Ciao. Bye-bye.